L'Afrique, cet immense continent, combien d'entre nous n'ont éprouvé ce besoin de le connaître mieux qu'à travers les rudiments appris à l'école et déjà oubliés? Combien désireraient s'y rendre pour mieux comprendre ces problèmes, la vie de ces populations et leur comportement vis-à-vis de cette évolution rapide qui les entraîne irrésistiblement? Quelle serait alors leur surprise de constater qu'en dépit du climat, des conditions locales très particulières, il n'y a pas une si grande différence entre la façon de penser, de réagir, de vivre enfin d'un Africain et d'un Français. Car à la base de tout, il y a l'homme. L'homme qui a ses croyances, ses traditions, ses liens avec le passé. L'homme et ses besoins. Besoin de vivre en communauté, d'exprimer ses sentiments, de se défendre et de lutter contre tous les maux qui l'assaillent. Besoin aussi d'améliorer ses conditions d'existence. Ainsi, à côté d'une Afrique tribale à la vie paisible et comme immuable, s'édifie une Afrique moderne. Et le problème est là, faire en sorte que ces deux mondes africains ne se dissocient pas et qu'ensemble, suivant un rythme sans doute différent, ils avancent sans heurts sur la route du progrès. Eh bien, puisque vous souhaitez mieux connaître cette Afrique lointaine, regardons ensemble ces images. Elles sont éternelles. Ce village de nomades pêcheurs ou de pasteurs touaregs. Ces habitations de terre et de paille du vieil empire Mossi qui est devenu sans heurts la République de Haute-Volta. Ce paisible hameau lacustre, planté sur l'eau calme de son lac Dahoméa, comme un troupeau d'échassiers qui s'endort. Ces villages malgaches des plateaux, de la plaine ou de la mer, tout ceci est germe de cité et cité réelle. Les clos familiaux se bardent de paille, mais la vie pleine, quotidienne, la vie de la cité s'épanouit sur le marché. Ce marché tropical, ou parfois comme ici au Tchad, on ne s'habille en toute candeur que des jeux de l'ombre et de la lumière. C'est une quintessence de vie communautaire autant que commerciale. C'est à la fois une extension du foyer où règne la femme, un lieu de réunion et de détente, une cristallisation de toutes les activités publiques. C'est la grande maison sous le soleil, où l'artisan se plaît et essaie de vous plaire. Le vrai monde noir a cette vie œuvrante et paisible, ce besoin et ce goût du fini, du bienfait, qui sont de tous les temps et en tout lieu. Le sculpteur de Bangui en Centrafrique, dont la patiente minutie transforme et stylise l'ivoire des mastodontes de la savane, rejoint dans cet esprit, à 2000 km de distance, le peintre de figurines de Ouagadougou qui représente toutes les activités des hommes de son pays, culture et chasse, vie et métier de tous les jours. Tous, et encore ces tailleurs de bois de Côte d'Ivoire, sont aussi constants, aussi universels que ceux qui font métier de la mer sous toutes les latitudes. La mer éternellement même, si farouche, si exigeante et si belle.
Et la tâche profonde au métier va au-delà même de la vie. Le pêcheur du Sénégal s'endort avec son filet. Et le pasteur de Madagascar garde la marque de son troupeau. Ce monde africain est malgache, si près alors qu'on le croit souvent si loin, qui resta si longtemps hors des routes et des désirs, enfermé dans son insularité de race et de climat, s'éveille aujourd'hui de toute sa ferveur au soleil des temps nouveaux. Sans doute la France a-t-elle fait que les nouvelles métropoles atteignent le XXe siècle d'un seul jet. Ainsi Dakar, Tananarive sur ses collines, en Côte d'Ivoire, Abidjan sur sa lagune. Au Congo, Brazzaville sur son fleuve. Certes, les mêmes architectes modernisent Paris dans le même temps et dans le même style qu'ils construisent ces nouvelles capitales. Mais la marque est plus ancienne et plus profonde. N'y a-t-il pas, en effet, une résonance harmonique, familiale, au-delà des mers et des préjugés, entre le monde noir et ce village alsacien, aux rues si sages le soir au bout du travail? Ces pêcheurs bretons qui rentrent, n'ont-ils pas les mêmes luttes et les mêmes soucis que leurs frères des mers du Sud? Et l'eau des montagnes savoyardes est aussi pure, aussi précieuse que celle des sources profondes sous les tropiques. Les chants et danses des temps anciens n'ont-ils pas la même puissance d'évocation que les vieux rythmes africains qui inspirent aujourd'hui tant de lignes mélodiques nouvelles? Ces masques de danse et de théâtre se retrouvent sur tous les continents et à tous les âges. On dit qu'ils rejoignent les masques tragiques de l'Antiquité perse et parfois aussi ceux des mystères religieux de l'Amérique précolombienne. Continueront-ils longtemps encore à styliser les personnages irréels et fantastiques des vieilles légendes africaines? Sans doute, car aujourd'hui, l'alliage s'est fait de l'héritage des ancêtres et des impératifs du théâtre moderne. Les danses et les chants se fondent et s'harmonisent dans le creuset où se forge la volonté de se hisser au niveau du siècle, de savoir, d'apprendre et de travailler pour savoir. Et c'est l'effort de tous qu'appuient de leur universelle puissance les techniques nouvelles. La radiodiffusion de la Côte d'Ivoire vous présente les conseils de Makissi, émission de puériculture destinée à la femme africaine. Manu, Abidjan radio clam Makissi fort tout l'ende. Blata me ungjola leriri. La famille est ici vraiment la cellule mère du corps social tout entier, la source et la base profonde de la vie quotidienne. C'est à partir d'elle et sur elle que se bâtira l'Afrique nouvelle. Il importe donc d'abord de situer la femme à sa vraie place, la femme qui a toujours été un des agents les plus sûrs et les plus rapides de l'évolution des peuples vers un mieux-être matériel.
À côté des cases ancestrales, s'ébauche maintenant une réalité familiale nouvelle qui ne renie certes rien de celle de ses pères, mais s'adapte avec sagesse et bonheur au cadre nouveau. Les grands yeux de ces enfants sont ceux de l'Afrique nouvelle. Certains s'émerveillent et s'étonnent encore. Mais d'autres, déjà, s'intéressent. Adoko, viens. D'accord. Récite. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise plaise, vous chantez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. La magie d'une expression et d'une culture universelle va patiemment les mener vers les grands horizons qu'il leur faut découvrir. Du lycée, de l'université, armés de la langue la plus riche et la plus belle du monde, ils vont pénétrer toutes les disciplines de la vie moderne. Ils seront un jour professeurs à cette université de Dakar, avocats en ce palais de justice africain, médecins dans cet hôpital de Brazzaville. Ils seront aussi les ingénieurs de ces barrages, qui sont l'infrastructure capitale de l'indépendance économique. Ce gros œuvre qui discipline et revivifie la terre. La voie est ouverte, il y a encore tant à faire. Beaucoup resteront à la terre, qu'ils regarderont avec des yeux nouveaux. Ils élargiront et enrichiront les champs de leur père. Car le monde africain est un monde paysan, et la promotion rurale, aussi capitale que la promotion de la femme, est déjà riche de réalité et chaque jour plus lourde d'espérance. Les jeunes sauront puiser à plein dans leur vieille culture, les grandir, les renouveler, les industrialiser. Ainsi, le manioc, qui reste toujours un des produits essentiels des jardinets familiaux, s'est-il déjà rationnellement étendu sur des centaines d'hectares pour sa transformation industrielle en tapioca. Le café devient peu à peu une des richesses africaines. Il est strictement sélectionné et sans cesse amélioré. Le cacao malgache ou ivoirien est traité sur place et nécessite aujourd'hui de nouvelles usines.
Le coton a un demi-siècle d'implantation en Afrique noire. Vieille culture industrielle d'Asie et surtout d'Amérique, il est arrivé ici déjà armé d'une technique éprouvée d'exploitation et de tissage. Et il demande maintenant, sur place, des spécialistes de la chimie des couleurs. Les rois dahoméens savaient depuis longtemps la valeur de la noix de palme aux usages innombrables. L'huile est aujourd'hui la richesse principale de la jeune République, héritière des princes d'Abomey et de Porto Novo. La Côte d'Ivoire est le fief principal de la banane. Le climat du littoral est idéal pour les plantations commencées il y a quelques 40 ans et qui grandissent et s'étendent sans cesse. D'Abidjan seulement, 50 000 tonnes par an de bananes protégées par leur gaine plastique sont embarquées vers Marseille et se répandent sur tous les marchés de France. Parmi toutes ces cultures en pleine extension, celle de l'EVA est la plus jeune et peut-être la plus riche d'avenir. L'arbre à caoutchouc a franchi les mers et, en retrouvant sa chaleur, remercie de sa sève précieuse et belle comme un lait de brebis. La vigne elle-même, qui l'eût cru, a rêvé d'exotisme, et la sollicitude du vigneron pour les vieux ceps des campagnes de France se retrouve intacte sur les plateaux malgaches. Mais la jeune agronomie africaine s'intéressera surtout aux deux éléments capitaux du potentiel de sa terre. La forêt équatoriale d'abord, immense et haute, inépuisable et variée. Les explorateurs d'il y a 2 générations seulement auraient-ils pu imaginer que cette forêt mystérieuse et profonde, qui si souvent les arrêta, le deuxième élément est l'énorme cheptel qui maintenant se sélectionne, s'enrichit, s'entretient, se soigne. Les bœufs porteurs peu à peu disparaissent. Des troupeaux sont organisés. Les pâturages reconnus et irrigués. On lutte contre les parasites du bétail avec des moyens modernes.
L'action vétérinaire est étendue au plus loin de la brousse. Et le rendement suit maintenant les lois inexorables de l'industrie moderne. Cependant, la promotion de la connaissance, qui conditionne et permet toutes les autres promotions, ne peut s'arrêter à la surface de la Terre. Le sous-sol du vieux continent est en pleine prospection, et ses richesses doivent être comme un sevrage pour les jeunes industries naissantes qui sont encore allaitées par l'Europe. Le pétrole du Gabon est déjà une réalité qui coule, onctueuse et noire, au long des pipelines, va se faire raffiner en France et en revient limpide et pur au service du moteur, ce dieu nouveau qui transforme la terre africaine. À Taïba, au Sénégal, l'extraction des phosphates s'opère avec des moyens qui sont à l'échelle de la volonté de grandir et d'aller vite. Volonté tellement semblable à celle d'un bâtisseur célèbre, à qui l'on disait jadis, quand il créa un port immense d'un pauvre village de pêcheurs, « Vous voyez trop grand. Derrière, le pays est vide. » 2 ans plus tard, on découvrit derrière des gisements de phosphate très riches et immédiatement exploitables, qui justifièrent d'un coup l'importance du port et de ses installations. Le bâtisseur dit alors, « Je ne savais pas qu'il y avait ici des phosphates. Mais je savais que tout le pays, derrière, me donnerait raison. » Ainsi, ce chantier d'extraction d'uranium, s'il n'est pas une richesse encore, prend-il valeur de symbole de toutes les évolutions du continent. L'uranium est le test présent du progrès. Il symbolise aujourd'hui le rush prodigieux de notre temps qui, en un siècle à peine, a déjà bousculé des millénaires de sagesse sereine et statique. L'Afrique entre de plein pied dans le monde nouveau où les plus belles légendes et les mythologies les plus irréelles se cristallisent dans ce métal élémentaire qui confère la puissance à celui qui sait libérer l'énergie de ses atomes. Cette bombe qui explose ne doit pas servir qu'à donner la mort. Elle doit non seulement garder tout ce qui est vie, mais devenir source de mieux-être. Et les fleurs conserveront leur beauté et leur parfum. Et la terre et les eaux poursuivront leur cycle paisible. Mais il est tant d'autres déchaînements plus quotidiens à vaincre et à subir encore. Les tornades, qui marquant le tournant des saisons, étouffaient jadis les villages, couchaient les récoltes et barraient les pistes. Or, l'évolution des cultures et la montée industrielle imposent aujourd'hui d'ouvrir le continent en tous sens et en tout temps. Les routes
doivent donc être bâties pour braver et la chaleur du ciel et sa colère. Elles sont l'armature indispensable de la prospérité des jeunes États en marche vers leur destinée. Les ports se sont dégagés depuis longtemps déjà de la gangue héritée des comptoirs et des factoreries de jadis, ces lucarnes aux vitres déformantes où, si souvent, l'Afrique et l'Europe ne s'étaient vues l'une et l'autre que mercantiles et laides. Djibouti, Pointe-Noire, Dakar, Tamatave sont de grands ports modernes. Les wharfs ne seront bientôt plus que des stèles posées sur l'eau, souvenirs des temps révolus. Et les images s'effaceront des palanquets de voyageurs amusés et des barges labourant pesamment les rouleaux de la barre. Peu à peu aussi, les bacs disparaîtront des fleuves immenses qu'on voyait trop larges pour les franchir d'un seul jet. Aujourd'hui, en un an, ce pont s'est allongé sur le Niger. Le rail a été un précurseur en Afrique. Dès le début du siècle, partant des côtes, il avait déjà pénétré la savane et la forêt. Mais si le ronronnement des motrices a maintenant remplacé les halètements de vapeur qui effrayaient les génies de la brousse, dans les gares modernes, le rush des voyageurs reste aussi coloré que toujours. L'atelier de chemin de fer est avec l'armée la base la plus ancienne de la formation des cadres subalternes, indispensable à toute évolution profonde. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre la technique d'un métier, mais de pénétrer toutes les subtilités et les inattendus d'un travail que le jeune Africain est appelé à enseigner lui-même, à développer et à diriger. Un véritable compagnonnage s'est ainsi créé, à l'image des vieilles traditions laborieuses de France, et avec le même ardent désir d'être maître un jour. Et aussi s'estompent les échos sourds des tam-tams, qui parlaient loin au fond des brousses sauvages. L'Africain a l'oreille naturellement musicale, et interpréter les ondes nouvelles n'est pour lui qu'un rythme nouveau, avant d'approfondir avec application le mystère des appareils. Mais à quoi servirait de bâtir si les peuples qui édifient n'étaient pas certains de profiter de leur travail en paix? L'Afrique est vaste et riche. Elle est jeune, elle est tentante, car au-delà de cette œuvre immense déjà, en pleine et totale expansion, au-delà de ce potentiel chaque jour découvert et à peine égratigné encore, il y a, si intéressante, la place même du continent dans le monde, ni trop près, ni trop loin de l'hémisphère nord. Oui, l'Afrique est tentante, et chacun de ces jeunes États est isolément plus attirant encore. Il importe donc que chacun ait conscience de la nécessité de posséder et de montrer une force tangible et qui lui soit propre. Une armée nationale qui assure l'ordre intérieur et la sécurité intérieure. Ces armées sont mises sur pied avec l'aide de la France. Mais il faut d'abord que la défense soit en coopération avec ses forces nationales, assurées à l'échelle du continent. Les chemins de la mer restent toujours les premiers et les plus larges qui mènent en Afrique, les seuls qu'on doit utiliser toujours pour vraiment prendre pied sur terre, en force et en nombre. Et là, sur la mer, la force à l'état pur. Rien n'exprime plus totalement la force et ce qu'elle a de beauté profonde qu'un navire de combat. Il est l'image même de la puissance.
Et comme la vieille armature de l'armée de mer reste immuable, la puissance s'allie toujours à la vigilance. Au-dessus des vieux mouillages des mers du Sud plombés de soleil, des ailes modernes ont remplacé les hautes voilures des frégates de jadis. L'armée de terre, elle aussi, suit les impératifs de l'évolution des armes et des combats. L'extension du dernier conflit à l'échelle mondiale a conduit à redécouvrir l'importance des côtes, l'évidence de cette mer qui couvre les 3/4 de la planète. Ainsi, l'instruction tactique des forces de défense est-elle menée avec énergie et réalisme. Terminé. À droite. Hop. Direction la maquette. En avant. Hanche. L'air et l'eau sont devenus aujourd'hui les vraies bases de départ du combat terrestre. Les amphibies du ciel rejoignent les amphibies de la mer dans le même patient entraînement qui, seul, peut engendrer la force. Il faut encore que soit assurée la surveillance des frontières, aussi bien que celle des régions désertiques. Et en cette matière, certaines unités sont héritières déjà d'une légende vraie, d'une noblesse d'allure et d'austérité. Le méhariste, c'est la police montée du désert. Il n'est pas seulement issu d'une tradition, il reste une nécessité logique qui se continue. Car la poésie des longues chevauchées sous le soleil, de mirage en mirage, cache la réalité opiniâtre d'une action précise et organisée. Le méhariste restera longtemps encore le complément infatigable et sobre du moteur, roi des routes et des pistes, qui certes assure aujourd'hui le gros œuvre de l'action militaire, mais commence à peine de pénétrer le désert hors des grands chemins transsahariens. Mais au-delà de la défense de la terre ancestrale, qui reste l'impératif majeur des forces armées, il est tant d'autres missions plus immédiates, plus humaines, qui elles aussi sont capitales. D'abord l'œuvre médicale militaire, assistée de l'aviation légère, qui est omniprésente en Afrique et dans la Grande Île. Qui dira la tâche obscure et quotidienne des praticiens qui inlassablement soignent, interviennent, sauvent et prolongent les vies? Mais elle n'est pas seulement quotidienne, cette œuvre. La lutte contre les grandes endémies est organisée sur une vaste échelle, en profondeur, et avec de puissants moyens. La maladie du sommeil sera bientôt vaincue, comme l'ont été la peste et le choléra. Et les atteintes de la lèpre s'amenuisent chaque jour. L'action des médecins militaires complète et parachève dans les villages des lépreux l'œuvre patiente et admirable des missions chrétiennes. Il est encore une autre phase de l'activité sociale militaire, moins technique, plus générale, mais aussi marquante et qui ne s'adresse pas, elle, à ceux qui souffrent, mais à tout le monde. Ce sont les tournées de brousse, ce contact humain, promené par touches successives au long des pistes africaines, où le villageois, attaché à sa terre, fait connaissance avec les forces qui le protègent et le soutiennent.
Pas de pont sur les chemins au long des grands bois, mais le repos et la fraîcheur d'un gué ou d'un bac élémentaire, à qui l'on offre, en passant, le bonheur d'avancer comme un vrai bateau. Les réjouissances organisées le soir disent à tous les échos de la forêt endormie, avec leur faste candide et cordiale, la joie de se connaître et de s'apprécier. Ce sont les enfants de ces villages qui seront plus tard les élèves des écoles militaires préparatoires. Ici, l'ardent besoin d'apprendre et de savoir de toute la jeunesse africaine, paysanne, intellectuelle, artisanale, se complète du désir d'être fort et de représenter la force. Mais le principe majeur de toute éducation militaire est de commencer par se vaincre soi-même. On apprend à Saint-Louis, à Brazzaville, à Fianarantsoa, à Bingerville, à Dakar, à savoir obéir avant de pouvoir commander. On y forge une discipline qui doit dépasser les formes visibles pour devenir intérieure et instinctive. Dans cette ambiance, le sport, école de volonté et de loyauté, se conjugue pleinement avec les études et les travaux manuels pour former les cadres des armées nationales de l'Afrique nouvelle. C'est de ce moule que sortiront la majeure partie des élèves officiers. La France, qui accueille dans ses universités et ses grandes écoles la jeune élite intellectuelle du monde entier, attirée par le prestige et la clarté de sa culture, continue d'assurer la formation des officiers africains et malgaches. Une école spéciale a été créée pour eux à Fréjus. Et de plus, les concours d'entrée aux écoles militaires des trois armées leur sont ouverts. Sous le fronton chargé de tant de souvenirs de Saint-Mexan, ils vont parachever leur spécialisation, compléter et affermir leurs connaissances. C'est l'horizon calme des campagnes de France qui les initie au mystère des relevés topographiques. Et Saint-Cyr, Coët-Quidan, ce temple séculaire de la tradition militaire française, la dure école où tant de volontés se sont forgées, malaxées, affermies, grandies, les accueille dans sa nouvelle maison de la Landretonne. Et n'est-ce pas ici que prend toute sa valeur cette maxime de Duhamel, citée par un délégué africain aux Nations Unies
en parlant de l'œuvre de la France, quand ton fils devient un homme, fais-en ton frère.